Bonsoir Thibaut. Merci d'avoir accepté le jeu également de cette petite interview à ton tour. Donc moi je suis Erwan Fleischer, je suis chirurgien cardiaque au CHU de Rennes et donc je vais poser quelques questions au professeur Thibaut Damy qui travaille à l'hôpital Henri Mondor à Paris sur une thématique un peu grave, un peu singulière, mais qui nous a interpellés tous les deux et surtout Thibaut sur l'importance donc de la mort et du décès de nos patients sur les équipes soignantes, l'impact que ça peut avoir. Donc, on va commencer d'abord, si tu es d'accord, Thibaut, par une courte présentation de ma vie, mon œuvre, qui tu es, d'où tu viens, où tu exerces. Et puis après, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet et je te poserai des questions forcément indiscrètes. À toi, Thibaut. Merci beaucoup, Erwan. Donc, je suis donc effectivement professeur en cardiologie et donc j'ai une carrière donc de cardiologue. J'ai commencé par un internat donc de cardiologie à Paris. Dans mon clinica, j'ai été responsable d'une unité de soins intensifs. Et puis après, tout au fil de mon internat et pour la suite, je voulais me spécialiser en insuffisance cardiaque dans cette pathologie. J'ai fait ce choix parce que ce qui m'apportait le plus, c'était le contact avec les patients et la prise en charge des patients sous un format, en fait, le relationnel, et à la fois parce que je voyais que cette discipline était en plein développement avec l'arrivée de nouveaux traitements et qu'on pouvait changer la donne dans cette pathologie qui, quand j'ai commencé mon internat, était considérée quasiment comme mortelle, en fait, sans possibilité d'amélioration. Et puis, au fil de l'eau, par mes travaux de recherche, par le hasard, je me suis retrouvé à gérer une pathologie qui était jusque-là très peu connue en France, donc qui est l'amylose cardiaque, enfin les amyloses cardiaques. Et là, ça a été dans les années 2009 un petit peu un tournant en fait dans ma profession, enfin dans ma vie professionnelle, où j'ai l'impression d'avoir été investi d'une certaine mission, à la fois de la prise en charge des patients, à la fois dans l'amélioration de leur qualité de vie, mais aussi de leur survie, et dans l'information à donner aux collègues, puisque on s'est retrouvé très vite en position d'avoir des patients qui venaient de toute la France, et toujours avec un retard diagnostique, le plus fréquemment, qui conduisait à avoir des patients très graves, et malheureusement avec souvent des drames où les patients arrivaient, je dirais, pour mourir en fait dans mon service, alors que dans certaines formes d'amylose, il y avait des traitements. Donc, le besoin et la nécessité, en fait, de communiquer. Voilà, mon cursus, en fait, et là où j'en suis. Euh, du coup, ces malades très graves qui t'arrivaient de plus en plus là, les quatre coins de la France, pour que tu puisses les prendre en charge, notamment sur l'amylose, dont tu es le spécialiste. Euh, Beaucoup décédaient, j'imagine, dans ton unité. Est-ce que tu pourrais nous préciser si c'était des décès ponctuels, réguliers, hebdomadaires, et comment vous gériez ces décès dans ton service, dans ton unité? Est-ce que c'était avec des soins palliatifs? Est-ce que c'est toi, cardiologue, et tes infirmières de cardiologie qui les gériez complètement de A à Z? Il y avait des transferts. Donc, un, c'est un petit peu l'activité de décès, entre Mm. guillemets, dans ton service. Et deux, c'est la gestion. Est-ce qu'elle a évolué, cette gestion des décès? Est-ce que tu peux nous en parler? Mm. Alors, je crois que, comme tout cardiologue hein, qui a fait des soins intensifs, de la garde, de la réanimation, hein, j'ai eu de nombreux décès dans mon parcours. Et je pense qu'on en parlera après, mais ça n'avait rien à voir par rapport à la quantité du nombre de décès que j'ai subi hein, depuis que je m'occupe de l'amylose. Euh, je dirais que les décès, c'est le nombre en fait et la répétition qui m'a alerté et qui a eu des conséquences sur ma vie personnelle et sur mes équipes, hein. La violence de certains décès,
Donc ces décès pouvaient être soit prévisibles pour nous, une fois qu'on a acquis l'expérience de l'amylose, sur les jours après leur entrée, avec une, une aggravation progressive sur quelques jours qui permet de prédire et de travailler avec les familles et les patients vers le projet de fin de vie. Et puis dans l'amylose, il y a aussi malheureusement des morts subites où malgré tout ce qu'on a pu déclencher, réaliser, le cœur s'arrête en fait, cale, hein, pris dans la masse fibrillaire. Et là, c'est toujours très très difficile pour tout le monde. Alors le Pardon, je te coupe. Au moment où tu dis ça, Thibaut, est-ce qu'il y a un décès ou un type de décès plus dur pour toi à supporter ou à encaisser avec juste ce que tu viens de dire? Il y a les décès un peu prévisibles, attendus, ou bien une mort subite. Est-ce que, est-ce que, est-ce que ces variations dans la façon de décéder, est-ce qu'il y en a une qui t'impacte plus, pas spécialement, ou ça dépend des malades? je crois que ça dépend bien sûr beaucoup des malades, du relationnel que l'on a avec les malades. Quand les malades arrivent dans notre centre et au sein de notre équipe, hein, ils viennent vraiment ils sont vraiment en quête de quelque chose, quoi. Ils viennent chez nous pour avoir les meilleurs soins qu'on puisse leur donner. Et c'est ce qu'on essaye bien sûr de faire, hein, tout en restant malheureusement humble, parce que cette maladie, c'est elle qui décide malheureusement trop souvent. Et les décès qui m'ont marqué, en fait, ils sont vraiment très nombreux, très très nombreux. Ce qui me touche le plus souvent, c'est lorsqu'on a cette relation qui se noue en fait avec les patients et leurs familles, hein, et puis que l'on voit que malheureusement on perd le contrôle et que la maladie progresse, hein, et progresse souvent malheureusement très vite. Et puis, il y a effectivement, donc ça c'est le relationnel, hein, ce lien affectif, hein. Je crois que le métier qu'on fait, c'est un métier d'amour en fait, hein, et de partage, d'échange. Et effectivement, lorsqu'on échoue, on porte cette tristesse, hein, de cet échec, mais aussi de voir la souffrance que le décès et la séparation imposent aussi aux familles, bien sûr. Et Comment? puis, et les décès brutaux sont évidemment sont toujours terribles. Terribles parce que on a beau être au courant et prévenu, c'est souvent l'incompréhension en fait chez la famille, hein, et la souffrance de la famille pris vraiment sans préparation en fait. Et ces décès brutaux nous ont amené beaucoup, et ces décès en nombre, nous ont vraiment amené à développer toute une prise en charge d'équipe, hein, à la fois pour réussir à travailler ensemble, à se préserver, à pouvoir partager cette souffrance qui nous touche tous, hein. Je veux dire, toutes les gens de mon équipe, toute mon équipe est touchée bien sûr par ces décès, et on essaye donc d'avancer ensemble. Alors, on est toujours en cheminement. Et puis, il y a aussi la prise en charge de la famille, puisque souvent, malheureusement, on s'est retrouvé, enfin, mon équipe se retrouve dans une situation de service d'oncologie puissance exponentielle, hein, parce qu'on a des malades qui décèdent souvent 15 jours après être arrivés dans notre service, enfin, pour du moins ceux qui me reviennent à l'esprit. Et on a été obligé de faire tout un travail pour apprendre effectivement à gérer ensemble et à pouvoir continuer en fait à accomplir cette mission. Parce que je pense vraiment que c'est une mission euh, enfin, que l'on a pour essayer d'améliorer cette qualité de vie et sauver ses patients. Alors, deux questions me viennent à l'esprit. La première, c'est donc cette gestion en équipe dont tu parles, que vous avez mis au point, etc. Est-ce que vous avez eu des formations, des vraies formations par des gens qui ont déjà travaillé là-dessus ou pas, et qui vous permettent en tant qu'équipe, donc là je me place au niveau de l'équipe, hein, de surmonter tout ça et de surmonter ces décès dans le service. Et à titre personnel, la deuxième question, donc,
à titre personnel, est-ce que tu as développé des trucs et astuces ou des ressources particulières pour continuer la route et continuer à venir bosser le matin, le cœur léger, si je puis me permettre. Donc, l'équipe, comment vous Ouais. avez fait, comment une formation, des Mm. réunions, un cursus, des expériences étrangères, peut-être, je crois, au Québec, etc. Qu'est-ce qui fait, comment tu as fait pour l'équipe et à titre personnel? Alors, je pense en fait pour le travail que l'on fait en équipe, il est toujours en cours, il n'est pas achevé. D'une part parce que les équipes dans les hôpitaux se renouvellent, donc le travail ne fait nécessite d'être refait. Ensuite, on a mis, j'ai la chance d'avoir une psychologue dans le cadre du centre de référence, donc qui s'occupe principalement bien sûr des patients, mais qui veille aussi sur les soignants. Grâce à ça, grâce à ma psychologue, grâce à aussi ce qui s'est passé sur ma vie personnelle par rapport au décès de ces patients, j'ai mis en place avec mon équipe un certain nombre de choses. La première, ça a été de faire intervenir des psychologues du personnel au moment où une de mes assistantes clairement faisait un burn-out en fait, hein, devant l'impuissance face à la mort, devant ses problèmes probablement personnels, et puis aussi face aux problèmes logistiques que l'on connaît dans nos hôpitaux, enfin le problème institutionnel. Là, pour moi, ça a été quelque chose un point d'alarme, c'est de se rendre compte que mon équipe, qu'il y avait énormément de souffrance dans mon équipe, hein, et que j'étais pas isolé d'abord. Donc, on a fait intervenir des psychologues du personnel et on a commencé des sessions d'échange sur nos émotions, sur notre ressenti avec l'équipe médicale et deux psychologues du personnel, donc pas notre psychologue du centre de référence, mais deux autres psychologues, avec des réunions qui ont lieu à peu près tous les 2 mois, où D'accord. on parle, on éteint tous les téléphones, ce qui existe en fait en oncologie, hein, ou dans des structures de soins palliatifs où on peut parler de nos émotions, de notre ressenti. Et là, ça a été un point fondamental, ça a été d'ouvrir la parole, de pouvoir se rendre compte que certaines des scènes ont été vécues, enfin des cas hein, ont été vécus totalement différemment par l'un ou par l'autre, avec des angles de vision différents sur la famille, sur le patient, sur le décès du patient. Et ça nous a permis, ces échanges, de se rendre compte que le plus souvent, quand il y a un décès, on se sent coupable. Coupable ou du moins on a cette interrogation de est-ce que j'ai fait le maximum, est-ce que j'ai été jusqu'au bout de ce que je pouvais faire, est-ce qu'à un moment j'ai pas raté quelque chose, est-ce que j'ai pas essayé de me préserver au détriment de mon malade. Et ça, en fait, ça a été une prise enfin, de conscience très importante que tout le monde avait cette interrogation. La deuxième prise de conscience a été de se rendre compte que notre vie personnelle, notre vie privée, la maladie de nos proches, les décès de nos proches, de nos familles, nos histoires personnelles interagissent en fait dans notre métier aussi professionnel, et qu'en fait on est un tout, en fait on est une personne, et cette personne elle a une vie professionnelle, une vie familiale, mais que les deux sont en interaction en permanence. Et puis ça a permis et donc dans notre vie, on peut avoir des moments de fragilité, c'est-à-dire des moments de fragilité où on, on ne peut pas être tout le temps à 100% de notre forme pour gérer des cas très difficiles d'annonce diagnostic, d'annonce de décès, de revoir les familles après les décès pour leur expliquer. Et ça a créé de manière très informelle une solidarité, je trouve, dans l'équipe médicale pour pouvoir se relayer en cas d'annonce compliquée à faire. On a vu des cas aussi où il y avait beaucoup de transferts, c'est-à-dire qu'on est capable de dire là, ce patient-là, cette famille-là, je suis trop proche d'eux, je me sens trop en phase avec eux et j'ai besoin d'être aidé pour faire l'annonce. Et j'ai vu des assistants qui sont venus me voir parce que eux étaient en première ligne et me demandaient de les aider en fait face à cette annonce. La chose aussi qui nous a permis de faire ces échanges avec ces psychologues, c'est de comprendre aussi ce qui jouait dans les mécanismes de défense face à l'annonce de la mort ou l'annonce de fin de vie chez les patients, mais aussi chez les soignants. Et ça, on parle souvent des mécanismes de défense des patients, hein, l'évitement, le déni, la fuite, etc. Mais on parle très peu de ceux des soignants, en fait. Hein. Et ces mécanismes existent aussi, la fuite, la colère, l'évitement, enfin,
tout ça, on le vit également et en prendre connaissance était très important et ça a permis d'unir l'équipe. D'unir l'équipe parce qu'à un moment, au début, avant qu'on lance ça, il y avait toujours un doute sur quand il y avait avec un décès qui se passait mal avec une famille, c'est est-ce que la prise en charge faite par le collègue a été bonne? Est-ce que la colère de la famille n'est pas liée au fait qu'on n'a pas tout annoncé? Et on a eu un travail fait sur l'annonce diagnostique, vraiment, pour essayer de l'uniformiser, l'annonce aussi de la fin de vie, pour essayer de l'uniformiser, pour être à peu près sûr qu'on ait tout dit par rapport à l'amylose et qu'on ait aidé tous de manière homogène à gérer la famille et les patients jusqu'au bout. Et donc, je vois là déjà beaucoup, beaucoup de choses sur ce que tu viens de dire hein, pour ton équipe, pour la gestion en équipe de ces fins de vie, de ces décès. Manifestement, beaucoup de choses mises en place, de progrès, j'ai envie de dire, manifestement. Et la deuxième partie, à titre personnel, donc là, on rentre un peu peut-être dans les choses plus personnelles, mais donc j'ai vu des psychologues tous les 2 mois, des annonces difficiles, on les fait à plusieurs, etc. Ça, c'est l'équipe. Mais toi, quand tu rentres chez toi et qu'il y a eu un décès, est-ce que tu as mis en place des stratégies, des techniques, des barrières, des garde-fous pour rester bien dans ta peau? Ou pas? Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus à titre personnel? Alors c'est évidemment très intime, mais bon, moi je pense qu'il faut briser ce tabou en fait. Je pense que beaucoup de monde me connaît ma phase très active, scientifique, président, parler, communiquer sur la maladie, le bâton un peu de pèlerin, hein, tu vois, c'est communier pour améliorer les connaissances, mais évidemment il y a le revers de la médaille de tout ça. Là, je confirme, on te connaît bien sous cet aspect-là, Thibaut Damy. Voilà, mais il y a effectivement le revers de la médaille. Alors, euh, je crois que je dois beaucoup à mon épouse, en fait, qui est psychiatre, qui est psychiatre médical, hein, et qui travaille évidemment et qui voit beaucoup de chemins de vie hein, dans son cabinet. Elle m'apporte vraiment une aide et un soutien important. Ce que je peux dire, en fait, c'est avec l'amylose, j'ai eu l'impression à un moment de passer dans un rouleau compresseur, un peu d'être comme dans une cocotte minute. Et puis, j'ai pas vu venir la chose, mais le nombre de décès accumulés à un moment a fait exploser la cocotte minute, en fait, vraiment exploser. Ça a été assez insidieux, mais quand ça a explosé, quoi. La D'accord. première chose où je me suis rendu compte où, évidemment, le soir, je rentrais chez moi quand il y avait eu un décès, etc. J'étais pas bien, ça m'arrivait de pleurer, hein, voilà. Ça m'arrivait aussi de boire un petit coup de Porto le soir, hein, pour se remettre, voilà. Bon, j'aurais pu prendre un somnifère, bon, c'était mon petit verre de Porto, donc ma femme s'est un peu inquiétée de me voir prendre un petit verre de Porto de temps en temps, heureusement. Euh, Porto offert par mes patients portugais qui ont des amyloses, tu vois le lien à leur santé. Et puis, à un moment, lors de toutes mes communications, j'étais souvent pris par l'émotion, en fait, hein, pendant mes topos, et il y avait une slide qui me terrorisait, c'était la slide du pronostic. Et je suis repris par l'émotion, mais à un moment, je calais devant cette slide et je commençais à pleurer. Alors, je pense que ça s'est pas vu dans mes topos, mais enfin j'espère, bon, ça s'est vu, hein, mais bon, on dira qu'est-ce qu'il a, et il a peur de parler en public probablement. Mais ça a été un moment déclencheur et j'en ai parlé à mon épouse qui voyait bien en fait que j'avais une certaine fuite aussi en avant, une hyperactivité de recherche, de communication, qui était probablement un évitement des situations de l'hôpital, hein, faut être honnête, avec notamment lors de la présidence du GIC de multiples projets dans tous les sens, hein, qui ont fait grand bien, j'espère, au GIC, qui me faisaient grand bien hein, de s'évacuer, de penser à autre chose. Mais c'est là un moment où, bah, en fait, à un moment avec l'épuisement de tout ça, plus l'épuisement psychologique, voilà, je pense avoir atteint le maximum que je pouvais endurer. Et ma femme, en fait, mon épouse, m'a dit que effectivement, je dormais plus bien. Enfin,
j'ai développé ce qu'on appelle un état post-traumatique, clairement, des décès, hein, comme on voit dans des soldats ou dans des... C'est assez courant finalement dans le milieu médical d'avoir des états post-traumatiques, hein. Et elle m'a envoyé voir une psychologue qui fait une thérapie qui s'appelle de l'EMDR, qui permet en fait de retraiter les scènes traumatisantes. Et au cours de ces séances de psychothérapie, hein, faites par cette psychologue, j'ai fait des liens en fait avec tous les décès qui m'avaient touché. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et ce qui m'a beaucoup impressionné en fait, c'est de remonter en fait à des décès depuis le début de mon internat, voire même avant, des décès dans ma famille proche, et de voir en fait que ces décès, ils étaient tous là. Il n'y avait aucun décès que je n'avais oublié, que la plupart je les avais gérés seul, sans en parler, sans forcément avoir eu un échange avec les équipes ou autres, mais que j'étais capable de revivre toutes ces situations, le regard éventuellement des patients lors de réanimation, d'arrêt cardiaque, les côtes qui cèdent sous mon massage cardiaque, des images flash jusqu'à des morts plus récentes, extrêmement compliquées à vivre pour mon équipe et moi-même, de gens généralement jeunes ou de gens avec des liens. Et avec des décès, souvent les plus difficiles à vivre étaient les décès relativement brutaux, inattendus. Est-ce que, merci de ta réponse qui est très, très honnête, très, très intime. Euh, Est-ce que tu continues cette psychothérapie, de voir cette personne avec cette technique? Est-ce que c'était temporaire et tu y retourneras de temps en temps? Est-ce que quel, ton truc là, enfin, j'appelle ça ton Le truc, MDR, mais ouais. ouais, ton soutien qui Euh, manifestement t'a aidé, qu'est-ce qu'elle dit cette dame ou ce monsieur qui te suit? Voilà, vous revenez me voir s'il y a besoin. C'est un suivi chronique. Comment ça se passe? Bah, écoute, oui, c'est un suivi qui est chronique, hein. Actuellement, je vois pas comment m'en passer, honnêtement. D'accord. J'étais arrivé à un point où je pense que ce que je faisais, c'est ma passion quand même, c'est ma vie. Enfin, mon métier, c'est ma vie. Et ça te dévorait. Voilà, mais voilà, ça me dévorait et ça m'auto-détruisait, je dirais. D'accord. Donc, Je comprends tout à fait. Je vois tout à fait. C'est tu un vois, peu. je pense que ça te parle aussi. Et qu'à un moment, en fait, j'arrivais à me dire, mais en fait, il n'y a pas d'issue. Soit j'arrête, soit je D'accord. prends la place de mes patients, si tu veux, tu vois. Est-ce Donc, que. donc je continue et j'en D'accord. ai vraiment besoin. D'accord. Et en fait, euh, je m'améliore grandement personnellement, je te trouve, dans la prise en charge des décès, par la possibilité d'analyser ce qui se passe en moi. Voilà. Je suis D'accord. quelqu'un qui n'est jamais personnellement ressenti, enfin comment dire, toutes ces émotions ou autres, j'étais incapable de les ressentir, noyé par l'action. Tu vois, pas de réflexion sur ce genre de choses, pas de sentiment particulier par rapport à ça, noyé par l'action, ah ben il y a un décès, on ferme la porte, petit coup de mou, et puis hop, on y retourne sans réfléchir à ce qui s'était passé. Voilà. Ouais. Maintenant, je réfléchis, je sens en fait euh, la baisse, la tristesse, je peux la ressentir sur plusieurs jours, mais j'ai Ça la, t'a mis un peu de sérénité, quoi, je trouve, chez voilà, un il y a de la peu serein. sérénité, Ouais. voilà. Il y a aussi une meilleure analyse de ce que c'est la mort. On a du temps, peut-être une Ouais. de mes dernières questions, mais voilà, c'est une question que tu m'as posée, et donc je vais te retourner. Euh, Quelle est ta définition à toi de la mort? Est-ce que tu l'appréhendes? Est-ce que tu en as peur? Comment tu l'imagines, la mort? Alors, bon, la mort pour moi, c'est effectivement quand il y a mort cérébrale, hein, et que la personne n'est plus là. La mort, est-ce que j'en ai peur pour moi? J'en ai peur pour moi, je pense sincèrement. J'en ai peur de laisser mes proches, oui. Et ce que je trouve en fait
dramatique dans notre société, c'est qu'on ne parle plus de la mort. Je crois que c'est ce que je vois en fait. Et c'est ce que j'essaye j'espère d'enseigner à mes jeunes collègues, hein. C'est de comprendre les familles quand la mort arrive ou qu'on parle de la mort, à quel point elles sont désarçonnées en fait. Et souvent, ce que je trouve dans nos familles, enfin dans les familles de nos patients, c'est la colère qui survient lorsqu'on parle de la mort. C'est-à-dire que la mort a été bannie de notre société. Euh, Probablement, on s'occupe, on s'agite, on consomme, mais on oublie tous qu'un jour on va mourir en fait. Alors, il faut évidemment vivre, hein, c'est ça qui est important. J'ai choisi la vie, j'ai pas choisi de mourir, j'ai choisi de vivre. Mais quand ça arrive, je trouve que il y a une agressivité souvent auprès des soignants, euh, pas évidemment dans toutes les familles, mais dans certaines familles, parce que c'est impossible que leurs proches décèdent. Et quand ils viennent à l'hôpital, l'hôpital, paradoxalement, j'ai l'impression que dans la société, quand on va à l'hôpital, il va y avoir toujours une solution et on doit en ressortir sur ses deux pieds. Et on a beau avoir fait des progrès, on a de nombreuses limites chez nos patients qui sont souvent âgés. Bah, malheureusement, surtout dans l'amylose, qui est une maladie que les gens connaissent pas. Alors voilà, quand on dit qu'on a un cancer, dans l'inconscient collectif, on s'imagine que ça peut tourner mal, mais l'amylose, non. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre. Et souvent, cette colère, je le vois auprès de mes jeunes collègues, peut-être retourner en fait aux familles et aux patients et ne pas être prise dans en fait un phénomène de société. Et c'est là où il faut malheureusement avoir de l'expérience sur ça pour pouvoir le comprendre et ne pas répondre et rester en tant que soignant dans une position bienveillante, aimante et essayer d'entourer ces patients et ces familles qui ont la colère face à ce qui leur arrive. Donc la mort, bah, je crois qu'il faut en parler. Il faut évidemment, en fait, il faut être clair, on va tous mourir un jour, hein. Mais la société ne veut pas en parler. Et puis il y a aussi une angoisse, aussi de la souffrance au moment de l'arrivée de la mort. Et je crois que maintenant, on a quand même tous les moyens pour empêcher cette souffrance, hein. Et c'est ce que je constate au fur et à mesure, c'est que finalement, même quand la mort arrive, maintenant, on arrive à faire un projet de vie, en fait. C'est-à-dire, oui, on sait que ça va arriver, on ne sait pas quand, mais ce qui nous intéresse et ce qui nous importe pour vous, c'est que vous ayez la meilleure qualité de vie jusqu'au bout. Et c'est ça où l'on s'engage en tant qu'équipe, c'est à assurer la meilleure qualité de vie le temps que ça durera et à essayer de limiter la douleur, s'il y a douleur, mais surtout que cette qualité de vie et ce qui reste à vivre soit le plus plaisant possible. Merci. Je crois qu'on va finir sur cette Merci, Erwan. touche un peu optimiste. D'une façon plus générale, je te remercie à titre personnel pour ton engagement sur le sujet qui, j'en suis sûr, fera bouger les choses comme tu les fais bouger déjà au quotidien, manifestement, dans ton équipe. Un grand merci et puis je te souhaite une très belle soirée, Thibaut. À bientôt. Merci, Erwan. Très bonne Au soirée à revoir. toi aussi. Au revoir.